L'émission, c'est combien de temps? Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est votre serviteur Boukari Diko. Ainsi démarre notre émission À nous, l'actualité. Alors nous avons aujourd'hui sur notre plateau, à ma gauche, Idrissa Keita, journaliste consultant. Bonjour. Bonjour, chers confrères. Youssouf Guindo, directeur du journal L'Éclairage. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à tous, bonjour à tous les téléspectateurs qui nous suivent depuis le Mali et hors de ce pays. Donc, d'abord, toutes nos excuses pour ce grand écart indépendant de notre volonté, parce qu'il y a trop de délestage ici. On était obligé de mettre le groupe finalement en marche. On s'excuse en tout cas pour ce retard-là. Alors, aujourd'hui, on va un peu décortiquer quelques éléments d'actualité. D'abord, on sait que les autorités ont décrété le 14 janvier journée de souveraineté nationale retrouvée, qui est demain. Et on va parler aussi de la libération des 46 militaires ivoiriens. Quel enseignement faut-il retenir? Nous allons parler aussi de la nouvelle constitution qui fait débat, en tout cas il y a une levée des boucliers de la classe politique et même de certaines associations, et non les moindres, donc religieuses, le grand point d'interrogation. Nous allons parler des relations entre nous et l'Algérie. Que vaut l'Algérie? Que vaut cette relation-là? On va essayer de parler. Voilà. Donc ensuite, on va parler un peu de la laïcité, qui fait débat aussi. Et enfin, le fonctionnement de la transition. Que peut-on retenir de la prestation de serment d'Assimi Goïta à aujourd'hui? Que peut-on retenir sur tous les plans politiques, économiques et militaires? Voilà. Donc, à tout seigneur, tout honneur, Guindo, vous savez quand même que le 14 janvier 2022, il y a eu une marée humaine, tout le peuple malien est sorti à la demande des autorités pour soutenir la transition, et ça fait mouche. Et depuis lors, le président vient de valider cette date-là comme journée nationale pour célébrer la souveraineté retrouvée. Qu'en pensez-vous? Oui, bonjour à tous, bonjour à toutes. Pour aller dans le vif du sujet, parce que nous accusons un petit retard, et donc on va directement dans le vif du sujet. Alors 14 janvier, journée de souveraineté. Bon, pour moi, la souveraineté, c'est quand on maîtrise, n'est-ce pas, son économie, on se projette, n'est-ce pas, vers le développement, lorsqu'on a entièrement les tenants et les aboutissants, n'est-ce pas, de notre souveraineté. Moi, je pense que là, on pourra parler de souveraineté. Bon, c'est nos responsables qui ont pris cette disposition, le peuple s'inscrit et donc entièrement, donc on pourrait que saluer, n'est-ce pas, cette initiative. Keita? Tout très rapidement, c'est une première. Je salue l'invitation venue de votre rédaction. Aussi, je souhaite une bonne et heureuse année aux auditeurs, au public de Minya TV, de minya.com. Vous savez, cette journée tourne autour d'un contexte, celui des sanctions. En 2022, des sanctions sont tombées sur le Mali. Exact. Et le peuple a dit non. Et la foule est sortie en masse pour, comment dirais-je, pour démontrer le désaveu de la CEDEAO. Et cette année aussi, 2023, il y avait des sanctions qui circulaient dans l'air. Et on peut avoir un bout, parce que le communiqué de libération des militaires ivoiriens que nous allons aborder sous peu, dans ce communiqué-là, les derniers paragraphes
le pouvoir de Bamako charge ouvertement l'ami d'hier, qui entre guillemets est l'ennemi d'aujourd'hui, l'adversaire d'aujourd'hui, à savoir le général Oumarou Ambalo Sissoko. Donc cette journée-là est en fait une façon de montrer aux yeux du monde, en tout cas l'exécutif actuel conduit par le colonel Assimi Goïta, que le Mali ne se fera plus manipuler. Le Mali décidera de ses choix. Et pour preuve, cette souveraineté se justifie au fait que juste après la journée du 14, il y a eu énormément d'épisodes, comme par exemple la France qui a été vidée, plusieurs pays européens qui ont été remerciés, et les lignes, le comportement, l'approche envers le Mali qui a été totalement revue. Et c'est ce jusqu'au boutisme, pour se faire respecter, pour se faire entendre de par le monde, qu'on peut dire que la journée de souveraineté a été prise et est désormais fériée. Merci. Effectivement, cette journée, il est prévu, en tout cas, chaque région, en tout cas, devrait recevoir la visite du ministre du gouvernement, en tout cas, pour expliquer aux populations pourquoi cette journée, et parce que c'est elles qui ont demandé. C'est grâce à leur lutte, effectivement, qu'on est arrivé à ça. Parce que si le peuple n'était pas sorti debout comme un seul homme le 14 janvier 2022, il va sentir que nous ne serions pas là aujourd'hui par rapport à ce pouvoir-là. Et effectivement, quand la communauté internationale aussi en est consciente aujourd'hui, après toutes les enquêtes très sérieuses, par exemple des Américains, qui ont compris, même si les Français ont voulu intoxiquer un moment, on dit non, ce qu'on a vu, ce qu'on voit au Mali, en fait, c'est le peuple qui veut, c'est le peuple qui dicte la conduite à tenir aux autorités actuelles. Ce qui fait qu'elle ne peut pas les manipuler. Elle travaille pour le peuple. Donc je pense qu'on est dans ce siège-là. Sans plus tarder, on va parler effectivement de l'affaire des 49 militaires ivoiriens dont le dossier vient d'être bouclé par les autorités, parce que les 46, enfin, ils ont été condamnés. Si les 46 ont été condamnés à 20 ans de prison, les 3 qui ont refusé de venir... Les 3 dames. Les 3 dames qui ont refusé de venir après, d'après les informations qu'on a reçues, le mémorandum signé avec Adou, qui avait promis de les envoyer et qui ne les a pas renvoyés. Donc, ils ont été condamnés à la peine de mort par compétence, si je comprends bien. Donc, on va juste voir ce que dit... vous avez dit effectivement le communiqué que le gouvernement a donné, mais on n'a pas raté l'occasion justement de rappeler à l'ordre ce fameux président de la CEDEAO, passez-moi l'expression, Mbalo, que le porte-parole du gouvernement n'a pas raté, en tout cas de rappeler que le Mali est un État souverain et qu'il faut respecter à tout prix. Le cas le plus récent est la position agressif du président en exercice de la CEDEAO, son Excellence M. Oumarou Sissoko Ambalo, qui après avoir échoué lamentablement a porté atteinte à l'honneur du Mali devant les instances internationales, vient d'opposer un ultimatum au gouvernement de la transition concernant la libération des Ivoiriens. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo, depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète, le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. Je répète pour une dernière fois. Le gouvernement de la transition voudrait faire remarquer à son Excellence M. Ambalo que depuis le 14 janvier 2022, le Mali ne figure plus sur la liste des pays intimidables et a définitivement retrouvé sa souveraineté. En effet, à cette date mémorable, le peuple malien s'est mobilisé massivement pour dénoncer les sanctions illégales, illégitimes et inhumaines de la CEDEAO et de l'UEMOA contre le Mali. Depuis plus de 10 ans, faisant face seul au terrorisme, sans ces organisations régionales. Donc, vous avez vu, en grosso modo, comme vous l'avez dit à l'entrée Keïta, effectivement que le Mali a été très clair. Il a ouvert une nouvelle dynamique, en tout cas, à partir de laquelle elle n'est pas
il n'est pas prêt à reculer parce que c'est une volonté populaire qui l'exige et qui dicte ça. Et que si aujourd'hui ces autorités sont aujourd'hui populaires, c'est parce que les populations, le peuple se retrouve dans leur démarche actuellement patriotique qui a redonné l'honneur, restauré l'honneur et la dignité du citoyen malien. Qu'en penses-tu? Justement, j'en pense que, évidemment, comme à son habitude, l'actuel ministre de l'administration territoriale, vice-premier ministre, qui fut premier ministre par intérim, dit les choses 3 fois. Vous savez, c'est important parce que, quelque part, le président en exercice de la CEDEAO, le général Ambalo, c'est un militaire. Quelquefois, il a carrément un ton martial. Or, ces jeunes-là qui sont au pouvoir, eux aussi, ce sont des militaires. Et ils n'acceptent aucune sommation. C'est parce que le général Ambalo a un ton martial que ça a dégénéré. Sinon, au sein de la CEDEAO, il est connu de tous que c'est le Togo en premier et la Guinée-Bissau en second, qui était très affiché, dont le général Ambalo même qui venait ici, qui venait vraiment auprès de Bamako. Mais comme je l'ai dit, les gens n'ont pas compris, mais je crois qu'avec l'histoire des 49 militaires, ils l'ont compris. Ce pouvoir, l'exécutif actuel, conduit par le colonel Assimi Goïta, est jusqu'au boutiste. C'est clair. Et je le dis pourquoi. Toute l'année 2022, la seconde moitié, quasiment le monde entier, et je sais de quoi on parle, vous êtes des confrères, quel président, quel pays en sourdine ou officiellement n'est pas venu parler à Bamako ou ne s'est pas rendu à Bamako? Tout le monde est venu. Bamako a quand même été au centre de l'actualité d'une manière ou d'une autre. Et évidemment, au-delà même de cette ligne de Bamako, la Côte d'Ivoire en elle-même, qui est le pays leader de notre sous-région, est un pays aussi qui est très médiatisé. Toute actualité touchant la Côte d'Ivoire et cette ligne de Bamako, l'un dans l'autre ont vraiment fait un buzz. Au bout du compte, même les Nations Unies se sont retrouvées dans la danse. Et les Nations Unies, leur secrétaire général en a pris pour son grade. Oui. Donc, comme je l'ai dit, ces militaires, ces leaders, les autorités actuelles sont dans une dynamique. Évidemment, on le sait. On le sait, on ne le voit pas, mais on le sait. Même quand il y a une élection auparavant, dans certains pays, on sait que l'ancienne puissance coloniale, d'une manière ou d'une autre, a son mot à dire. Même à travers nos collègues de la cinématographie, quand ils font des films, c'est vrai qu'ils disent que ce n'est pas sur des faits réels, mais les inspirations sont là. C'est sur le factuel. On voit les mains de l'Occident là-dedans. Donc pour le Mali, plus jamais une autorité ne peut s'ingérer justement dans les questions nationales. Et pour finir, vous savez, il y a 2 paramètres. Pourquoi même la divergence avec le général Ambalo? Tout est parti du jour où Emmanuel Macron, étant réélu, sachant que lors de sa réélection, il était en désaveu total à travers le monde, est venu en reconquête à entamer une tournée sur le continent. Tournée qui est finie en Guinée-Bissau. Sauf que ce jour-là, même Conakry et Bamako n'ont pas reconnu le général Ambalo. Je vous rappelle ce qu'il avait dit. Il avait dit que beaucoup s'amusent à faire des coups d'État et à travers ça, à faire une refondation. Et ça durait 5 ans. 5 ans, c'est un mandat présidentiel. Un coup d'État, ça ne peut pas être un raccourci pour un mandat présidentiel. Il y a un processus, ce sont des élections. Quelqu'un qui ne suit pas ça, tu rentreras dans les rangs. Et là-bas, déjà même, il laissait sous-entendre les prémices d'une répression, entre guillemets, en tout cas d'une façon de museler, d'une force. C'est depuis ce jour que Bamako ouvertement a commencé à désavouer le général Ambalo. Parce que pourquoi il a tenu ces propos qui ont surpris et ces propos qui étaient faits en présence du président de la France. Or, l'année 2022, le Mali a fait une chose qu'aucun pays dans le monde n'a pas fait. Vider la France diplomatique, l'ambassadeur a été déposé. Vider la France militaire, Barkhane n'est plus là. Et en fait, vider même la France médiatique. RFI et France 24, nos confrères ne mettent plus au Mali. Et pas de façon provisoire, en tout cas de façon définitive pour le moment. Ouais. Guido, comment tu réagis par rapport à la mise au point du porte-parole du gouvernement vis-à-vis du président de la CEDEAO? Je reconnais mon colonel de Maïga. Tantôt il est en roux blanc, quand
il y a la paix, tantôt c'est tendu, et donc on connaît un peu, n'est-ce pas, son schéma. Alors moi je dis à Malem Adédéni, pourquoi? Parce que je pense que Ambalo est allé un peu trop en besogne, n'est-ce pas? Il est allé un peu trop en besogne. Trop vite. Il est allé un peu trop vite en besogne. Voilà, il est allé un peu, si tu veux, trop vite en besogne. Excusez, on a un souci de micro là. Ça va, ça passe. Donc je disais qu'il allait un peu trop vite en besogne parce qu'à un certain moment, il s'est arrogé les prérogatives, n'est-ce pas, de plus que la CEDEAO. Depuis 2012, depuis que nos colonels sont au pouvoir, comme il a dit, le Mali est en train de retrouver sa souveraineté, effectivement. Donc aucun pays ne peut l'en dissuader. Donc en ce qui concerne même nos activités économiques, nos activités politiques, nos activités militaires, nous avons la latitude, n'est-ce pas, de voir des pays susceptibles, n'est-ce pas, de nous aider. Alors, Ambalo est un peu trop en besogne. Les 49 soldats, pour ce qui les concerne, les 3 avaient été libérés précédemment, les 3 dames, et donc les 46 qui ont été récemment libérés. Selon nos sources, ils auraient fêté même Noël en famille en Côte d'Ivoire. Ils auraient dû être libérés, n'est-ce pas, depuis avant le 25 décembre. Mais il y a eu, n'est-ce pas, des agressions extérieures, des pressions, n'est-ce pas, sur le Mali. Je dis qu'avec la CEDEAO aussi, donc à travers Ambalo, il faut les libérer, n'est-ce pas, avant le 1er janvier. Donc je pense que ces personnes ont été très mal inspirées. Parce que le pays, personne ne peut nous impressionner maintenant. Et donc, voilà, ils ont été très mal impressionnés. Ils auraient dû mettre, n'est-ce pas, dans la terre et laisser la diplomatie, n'est-ce pas, faire son travail. Bon, quand cela ne tienne, c'est à saluer cette libération, parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est des pays frères, c'est des pays amis. L'histoire, n'est-ce pas, nous dit, d'ailleurs, pour ce qui nous concerne, nous avons fait toutes nos enfances, n'est-ce pas, en Côte d'Ivoire. Ma mère même, je le dis, si trop. Alors donc, quand il y a des bisbilles, voire des querelles, nous sommes tous affectés. Il est important, n'est-ce pas, de trouver rapidement des terrains d'entente pour, n'est-ce pas, aplanir donc, les différents, comme on dit, quand il y a des divergences sous la parade, n'est-ce pas, qu'on peut les régler. Et c'est tant mieux qu'ils soient, n'est-ce pas, libérés. Moi, je voudrais ajouter une chose, si vous me permettez. Allez-y. Les gens doivent faire la nuance dans un amalgame qui est là. Une opinion, hors Mali, quoi, de façon globale, pense que c'est parce qu'il y a eu pression de la CEDEAO que le Mali a libéré les militaires. Moi, j'ai un schéma que j'ai, qui peut ne pas être ma vérité, parce que je n'ai pas le monopole. C'est lequel? Je reconnais un facteur. La CEDEAO a été l'élément déclencheur. Mais la CEDEAO n'a pas été, à l'origine, n'a pas inspiré la libération au niveau de Bamako. Comment? Il y a 1 mois, 2 mois plus tôt, avouons-le, ce débat des militaires détenus, on ne savait plus où donner de la tête. On ne savait même pas quand est-ce qu'ils allaient être libérés. Hein. Ce n'était pas du tout d'actualité. On savait que Bamako et Togo, Lomé tournait, et justement, tournait avec ce mémorandum qui était rejeté. Et Abidjan commençait à tempérer. Parce que dès le départ, Abidjan a haussé le ton. Et il y a un facteur qui est très important. Abidjan n'a pas haussé le ton comme ça. Quand les militaires ont été pris, directement Abidjan et Bamako, donc Assimi Koïta, le président du Mali, de la transition, et Alassane Ouattara, le président ivoirien, s'appelaient. Et Alassane avait eu des assurances de Bamako. Mais les 48 heures qui ont suivi, il y a eu des charges. Parce que la communication de l'État malien était que c'était des mercenaires, ils voulaient déstabiliser. Donc cette communication allait dans tous les sens. Et évidemment, ça a frustré le président ivoirien. Et étant dans son rôle, il fallait qu'il hausse le ton. Sauf que justement, le pouvoir de Bamako, c'est quand on hausse le ton même que ça s'allonge. Donc déjà, la CEDEAO a inspiré, parce que c'est quand la CEDEAO a parlé, lors de son dernier sommet, de la question des militaires, et même cette éventualité de sanctions, qui apparemment, selon mes sources, était dite dans les coulisses, aurait même dû être mise sur le communiqué final, mais je crois qu'on a dû les dire, non, ne mettez pas. Parce que là aussi, Bamako et Abidjan avaient commencé à communiquer, et maintenant Bamako décrochait. Donc, vu que Bamako décrochait, ça a vraiment lancé Lomé, et donc on a dû dire à la CEDEAO en coulisses de modérer. Parce que dans cette histoire, il est très important que les gens le sachent. Il y a les non-dits
et il y a ce que nous voyons et nous savons. Pour preuve, on sait qu'il y a énormément de choses dans le mémorandum dont nous avons vraiment envie d'avoir tout le contenu. Mais il est clair que c'est cet arrangement qui a fait que tout était bouclé et que l'opinion savait qu'il allait y avoir un jugement et que après ce jugement, il aurait eu une grâce. Parce que, ne nous mentons pas, si jugement il y avait eu et qu'on disait non coupable, c'était du ridicule pour le Mali. On allait dire, mais comment détenir des personnes, les accuser de beaucoup de choses? Parce qu'après aussi, le ton a changé à Bamako. On disait des mercenaires, on disait que ce n'étaient pas des Ivoiriens. Mais finalement, dans les communications, on disait les soldats ivoiriens. Et donc, finalement, il fallait qu'ils soient sanctionnés. Il y a eu des condamnations et qu'il y ait une grâce présidentielle. Donc, le président Assimi Goïta a pris son temps. Même là, en prenant son temps, il a fallu que le président du Togo vienne en rescousse pour faire la navette. Au début, beaucoup de gens ne comprenaient pas qu'il y avait des présidents. Quand ils venaient, c'était la médiation. Beaucoup pensaient que non, c'était juste pour une visite bilatérale. Mais c'est maintenant que tout le monde a compris qu'un président vient, il est là. On se souvient de Damiba, qui est venu ici après, qui est allé à Abidjan. Le président de la Guinée même, quand il est venu pour le 22 septembre, le colonel Doumbouya, lui-même, il pensait même aussi repartir avec eux. Donc, il ne faut pas oublier, c'est vrai, la CEDEAO, petite 1, a évoqué la question, ça a déclenché tout. Mais Bamako a voulu montrer qu'aucune sommation de la CEDEAO ne pouvait faire l'impressionner et faire libérer avant le 1er janvier ou en Noël. Donc Bamako a pris son temps, le jugement s'est fait, et même là encore, Bamako s'est concerté avec son médiateur. Parce que d'habitude, c'était le ministre des Affaires étrangères du Togo qui venait. Mais là, c'est le président du Togo en personne qui est venu. Et c'est suite à ça qu'ils ont été libérés. C'est un soulagement pour nous tous. Et parce que cette histoire, pour clore, avait impacté quand même sur le monde de la culture. Les artistes ont été refoulés de part et d'autre. Et c'était même allé maintenant même sur le monde de la défense. Abidjan même annonçait un retrait de toutes ses troupes engagées en terre malienne. Maintenant, nous sommes soulagés. Cette histoire est passée. Et je crois que maintenant, Abidjan et Bamako, chacun saura comment se comporter. Et on espère des jours meilleurs. Bien sûr, on verra bien comment ça va se passer. Ce qui est sûr et certain, c'est que tout le monde a compris aujourd'hui que la démarche entreprise par nos autorités est une démarche populaire, souveraine, demandée par le peuple malien. C'est clair et c'est net. Si aujourd'hui, nos autorités tiennent certains discours jusqu'à la tribune des Nations Unies, c'est que tout le monde le sait, c'est que le peuple est debout comme un seul homme derrière elle, donc elles n'ont rien à perdre et ne peuvent pas avoir peur. C'est ça en fait la volonté populaire. Donc dans ça, on a vu que beaucoup de choses ont été dites. C'est vrai que Bamako a eu beaucoup de retenue dans cette affaire-là, il faut le dire aussi, et qu'on a évité d'aller sur un terrain où on n'avait pas besoin, parce que les deux États sont condamnés de vivre ensemble depuis des millénaires. C'est pas aujourd'hui. C'est un seul pays. Bon, donc, et on a dit ici sur ce même plateau, ce qui est sur le certain, c'est un problème qui va se régler d'État à État. Nous autres et les autres qui jasent à côté, ça c'est autre chose. Ils vont perdre leur temps et ça va se terminer exactement par ça. Et on a vu que la justice a joué son rôle. Donc on n'a pas traîné. Assimi dès le début ne voulait pas que ça arrive à une judiciarisation du dossier. Malheureusement, de l'autre côté, il y a eu des incompréhensions, il y a eu des mauvais calculs, il y a eu des mauvaises analyses justement du dossier. Et je peux dire même ici, c'est pas dans le secret de Dieu, c'est que quelque part on comprend qu'Ado même a été trompé par certains conseils par rapport aux autorités maliennes et par rapport même au contenu de cette situation-là. Bon, c'est que c'est terminé, mais on a vu que Ado s'est ressaisi à l'atterrissage des 46 militaires. On a vu qu'il a parlé, il a harangué la foule. On va voir et on revient rapidement décrypter un peu ce qu'il a dit. Alassane Dramane Ouattara. Mais nous sommes en direct parce que nous voulions que la nation entière, tous les Ivoiriens, soient témoins du retour de nos soldats. Oui, ces braves jeunes, 3 soldats et 46 soldats qui ont été détenus pendant 6 mois dans le pays frère du Mali, le pays frère et ami.
avec lequel certainement il y a eu des incompréhensions. Mes chers soldats, je voudrais que vous soyez rassurés que vous n'avez absolument rien à vous reprocher. Vous n'avez rien à vous reprocher. Comme l'a dit le ministre de la Défense, vous étiez allé en mission. C'était d'ailleurs la 8e rotation pour 6 mois. La mission n'a pas été facile, mais vous voilà de retour exactement 6 mois après votre départ de Côte d'Ivoire. Donc, comme vous avez eu l'occasion de le dire, je dirais mission accomplie. Et bravo à vous. Voilà, pour le président Alassane Dramane Ouattara, mission accomplie. Bon, on comprend, c'est un chef d'État qui parle, et cela se doit, mais on n'a pas vu cette partie-là, mais on a suivi ce discours-là ici avec beaucoup d'attention. Et on a remarqué qu'il n'a pas remercié, en tout cas il n'a pas prononcé le nom d'Assimi Goïta. Dans son discours, il a remercié le président de la CEDEAO, le médiateur togolais. Nulle part, il n'a prononcé le nom d'Assimi Goïta. Bon, ça c'est un. Deuxièmement aussi, mission accomplie par rapport à quoi? Parce que la justice malienne a donné des éléments. Et des éléments à charge. C'est à partir de ces éléments que ces 49 ont été condamnés. Les armes saisies, des armes qui ne sont pas, en tout cas, dans les dispositions des soldats de la paix des Nations Unies. Elles sont loin d'être ça. Donc, quand Ado parle comme ça, on comprend, c'est un chef d'État qui est face à son peuple, qui essaie de se justifier. Mais comment vous comprenez que Ado parle et n'est pas parlé d'Assimi Goïta? Bon, je crois qu'il a été bien briefé quand même. Hein, parce qu'il a dit que les soldats ont été détenus. Il n'a pas dit détenus injustement. Parce que c'est extrêmement important. Il faut savoir les lire entre les lignes. Bon là, ce que l'opinion, la façon dont l'opinion interprète son discours, c'est le fait qu'il n'ait pas officiellement donc remercié Assimi. Mais il a parlé d'un pays ami et d'un pays frère, qui a eu des incompréhensions et tout ça. Et donc voilà, il s'est pris un bon bain de foule, parce que il court un peu, donc la rumeur court comme quoi il suffirait donc un potentiel candidat, etc. à l'élection. Bon, bref, c'était juste une parenthèse. Donc il s'est pris un bon bain de foule. Et donc voilà, je pense qu'il a mis un peu de, comme il a dit, un peu d'eau dans son Nyamabougui, hein, n'est-ce pas? Parce que je reviens là-dessus, les choses, il n'a pas dit qu'ils ont été détenus injustement. Ça c'est très important à le relever. Donc voilà, il a mis beaucoup d'eau dans son Nyamabougui, et donc voilà, c'est tant mieux. Takité, c'est vrai qu'il a mis un peu d'eau dans son Nyamabougui? Énormément d'eau. Vous savez, je vais vous dire une chose. Hein. Okay. Cette histoire, on a la fait, on est soulagé, mais il y a eu énormément de propos très déplacés et de discours va-t-en-guerre. Là, je salue, sans langue de bois, la hauteur du président Alassane Ouattara. Dans sa réponse, on ne sent pas qu'il est en train de salir ou de déstabiliser le Mali. Il a vraiment su se mettre au-dessus de tout. Un discours d'homme d'État, quoi. Un discours d'homme d'État, tout court. J'ai dit tout à l'heure. Beaucoup. Mais maintenant, justement, vous savez, le fait qu'ils ne disent pas le nom du colonel, du président Assimi Goïta, ça se comprend. Hein. Ça se comprend très simplement. Pourquoi? Parce que pendant ces 6 mois-là, la Côte d'Ivoire, pour ne pas dire Ado, il s'est fait trimballer. Hein. Cette histoire, je ne parle pas des charges. Je ne parle pas de ce qui est. Mais en soit, il s'est fait trimballer. C'est-à-dire, le Mali avait ses charges, le Mali est resté sur sa ligne, autour de 2 points. Oui. On a une médiation et la justice. Oui. Le Mali n'a pas voulu quitter sur ça. Oui. Mais ne nous mentons pas, hein, la Côte d'Ivoire a tenté plusieurs approches de dialogue. C'est vrai que dès le départ, il a haussé le ton, mais après, il a eu plusieurs approches où le Mali est resté sourd. Et ça, on vous le cache, c'est une humiliation en soi. Ado a été humilié en soi. Et pour qui connaît l'homme Ado, il est très rancunier. Il est très rancunier. Mais vous savez, pour moi, ce n'est pas trop important. Parce que le mémorandum a été signé. Tout tourne autour du mémorandum. Ouais. Que Assimi ait son nom, qu'il soit remercié, qu'il ne soit pas remercié. Et ça, je le dis à l'endroit même
du public de Minya TV et aussi même de l'opinion malienne, le colonel Assimi Goïta n'a pas besoin de cet honneur. Depuis plus de 4 mois, il avait son mémorandum. Il fallait que Abidjan signe ça pour que Abidjan rentre dans les rangs. Ça a été fait. Pour eux, c'est l'acquis qu'il fallait avoir. Maintenant, quand il dit mission accomplie, pour moi, ce n'est pas une insulte. L'Ivoirien, de façon naturelle, est humoristique. Et c'est vrai, si ce n'est même pas même ces paroles de Ado, nous, on n'avait pas fait le lien. C'est vrai qu'ils sont venus pour la MINUSMA, mais on n'avait pas totalement en tête qu'ils étaient là pour 6 mois. Et Dieu faisant les 6 mois... C'est lui qui a rappelé ça. C'est lui qui a rappelé ça. Donc c'était de l'humour, c'est de l'amusement à l'Ivoirienne. Okay. C'est-à-dire ils sont venus pour une mission. Et en fait, s'il retournait, c'était à cette date-là qu'il allait retourner. Raison pour laquelle on a dit, mais vous êtes parti le temps, le 10 juillet, et vous revenez presque le 10 janvier. Donc, mission accomplie. Ce n'est que ça, ce n'est pas une insulte. Voilà ce que j'avais à dire. Bon voilà, et on a vu un spécialiste ivoirien qui a expliqué les dessous justement de la libération des 46 militaires ivoiriens. On va l'écouter juste quelques minutes et puis on va revenir rapidement sur ça. Nous constatons sur le net que les partisans de Ouattara, qui se font appeler Ado Mouton, sont contents. Ils disent que voilà, Ado est le père, celui qui pense à ses fils. Et bien ça, c'est ce qu'on appelle la propagande politique. Parce qu'en réalité, Ado a été humilié au Mali. Pourquoi Assimi Goïta a libéré les soldats? Il a libéré simplement les soldats parce que les soldats ont fourni les informations qui lui sont nécessaires pour la sécurité du Mali. Parce que dans le mois d'août, Assimi Goïta a porté plainte contre la France à l'ONU. Et il a porté plainte en disant que la France veut déstabiliser le Mali. La France donne des armes aux terroristes pour déstabiliser le Mali. Avec les 49 soldats, il a la preuve que la France passe par la Côte d'Ivoire, par la Ouattara, pour venir déstabiliser le Mali. Le dès qu'il a eu les preuves, qu'est-ce qu'il doit faire? Il ne va pas garder les prisonniers. Parce que s'il garde les prisonniers, la France, à travers Ouattara, peut les faire assassiner dans les prisons. Et maintenant, Assimi Goïta aura une au mieux. Pourquoi? Parce qu'ils vont dire que ces soldats sont des soldats, ne sont pas des mercenaires envoyés pour combattre Assimi Goïta. Et voilà que ça se transforme en une guerre. Alors Assimi Goïta a fait des mille de pieds pour retirer les informations qui lui sont nécessaires pour accuser la France à l'ONU. Parce que le chapitre 7 de la Charte des Nations Unies met tous les pays à égalité. Dans le chapitre 7, il est dit qu'aucun pays doit semer la guerre, le désordre, agresser l'autre pays. Et si vous agressez l'autre pays, il y a des sanctions qui sont prises contre le pays agresseur. Et ici, c'est la Côte d'Ivoire qui avait agressé le Mali. Et donc, le Mali a porté plainte contre la France et contre la Côte d'Ivoire, puisque la France se sert de la Côte d'Ivoire pour déstabiliser le Mali. Et donc, que fait Assimi Goïta? Il sépare les deux choses. Un soldat ne fait qu'exécuter les ordres de ses supérieurs.